Je suis né dans un village indigène et j'ai toujours lutté pour subvenir aux besoins de ma famille. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris la valeur du travail acharné et de la persévérance. Quand j'ai obtenu un emploi dans une usine, j'ai cru que mon avenir serait assuré. Mon patron semblait être un homme strict, mais j'ai pensé que c'était simplement de l'exigence. Malheureusement, je n'imaginais pas encore à quel point mon parcours là-bas serait ardu. Un jour fatidique, j'ai été désigné pour opérer une machine que je considérais dangereuse. Même si je craignais pour ma sécurité, j'ai obéi aux ordres sans trop poser de questions. Je ne voulais pas risquer de perdre cet emploi qui signifiait tant pour moi. Cependant, mes mains transpiraient et mon cœur battait la chamade, trahissant ma peur. C'est alors que l'accident qui allait changer ma vie à jamais s'est produit. Le bruit assourdissant de la machine a été suivi d'un cri que j'ai reconnu comme étant le mien. J'ai ressenti une douleur déchirante et, étourdi, j'ai réalisé que ma jambe était coincée. Des collègues ont couru pour m'aider, mais les dégâts étaient déjà faits. L'usine entière s'est mobilisée pour me secourir, tandis que mon sang tachait le sol. À cet instant, j'ai compris que plus rien ne serait comme avant. Ils m'ont emmené à l'hôpital en urgence, et les médecins ont décidé de m'amputer la jambe. J'étais sous le choc en apprenant la nouvelle, incapable d'imaginer mon avenir. Mes pensées tournaient en rond, cherchant un coupable à tout cela. Je me demandais si je pourrais continuer à travailler et à subvenir aux besoins de ma famille. La réalité cruelle était que je n'aurais plus ma jambe pour toujours. Quand je suis finalement retourné à l'usine, l'accueil de mon patron a été glacial. Il n'a montré aucun regret pour ce qui s'était passé et a même insinué que c'était de ma faute. Il n'y avait aucune empathie ni préoccupation, seulement la froideur de quelqu'un qui se croyait supérieur. Pire encore, je l'ai entendu m'insulter en me traitant de crétin. C'est à ce moment-là que j'ai senti la colère grandir en moi, presque incontrôlable. J'ai essayé de garder mon calme, mais le mépris et l'humiliation me rongeaient. J'étais un homme qui avait perdu sa jambe en obéissant aux ordres, mais on me traitait comme de la vermine. Face à tant d'injustice, j'ai décidé de contacter un avocat pour poursuivre l'entreprise en justice. Je croyais que la vérité éclaterait et que je recevrais une indemnisation juste. Cependant, je n'imaginais pas à quel point ce processus pourrait être compliqué. Après l'accident, j'ai contacté un avocat recommandé par des connaissances. Je lui ai expliqué en détail ce qui s'était passé, en insistant sur la négligence du patron. Il m'a écouté avec attention, faisant preuve d'empathie pour ma situation difficile. Il m'a assuré que nous avions un dossier solide, car il y avait des lacunes évidentes en matière de sécurité. J'ai senti une lueur d'espoir renaître en moi, nourrissant une foi en la justice. J'ai entamé la procédure judiciaire, croyant que la vérité suffirait à gagner. J'ai fourni des documents, des rapports médicaux et des témoignages de collègues qui avaient tout vu. Cependant, l'entreprise s'est défendue avec des arguments douteux, niant toute responsabilité. Mon patron continuait à me regarder avec dédain, me défiant de prouver quoi que ce soit. J'ai réalisé que ma parole valait peu face au pouvoir économique de l'usine. À chaque audience, mon découragement grandissait, car la défense de l'entreprise était implacable. Il présentait des preuves manipulées, essayant de me dépeindre comme un employé négligent. J'étais décrit comme quelqu'un qui ne suivait pas les protocoles et qui mettait sa propre sécurité en danger. Même blessé et indigné, je devais garder mon calme pour ne pas aggraver ma situation. Après tout, le juge exigeait des preuves objectives, et mon angoisse ne faisait que croître. Je me suis senti trahi par les collègues qui ont changé leur témoignage en faveur de l'entreprise. La pression et la peur de perdre leur emploi les ont poussés à mentir au tribunal. Ce fut un coup dur, car j'espérais que la vérité serait plus forte que la peur. Sans témoin fiable, mon dossier s'est affaibli de manière irréversible. Avec le temps, j'ai réalisé que mes chances de gagner étaient minces. Lors de l'audience finale, le juge a invoqué un manque de preuves pour établir la responsabilité du patron. Mon action a été rejetée sans aucune indemnisation, me laissant dévasté. Je suis sorti du tribunal les jambes tremblantes, ou plutôt, la seule jambe qui me restait. Je ne ressentais pas seulement une douleur physique, mais aussi une humiliation étouffante qui me consumait. Mon patron, quant à lui, m'a lancé un regard victorieux et sarcastique. À partir de ce jour, ma colère a débordé au-delà de ce que je pouvais contenir. J'ai cherché du réconfort auprès de ma famille, mais rien ne semblait apaiser mon sentiment d'injustice. J'essayais de me convaincre que je devais avancer, mais la haine grandissait.
L'insulte de crétin résonnait dans mon esprit, intensifiant mon désir de riposter. Sans perspective de justice, j'ai commencé à envisager une terrible vengeance. Avec le temps, le poids de l'échec au tribunal m'a poussé dans un abîme de rancœur. Je ne trouvais pas de travail et ressentais des douleurs constantes au moignon de ma jambe. Ma famille craignait pour ma santé mentale, car j'étais devenu sombre et silencieux. Le sentiment de révolte grandissait chaque nuit où je dormais mal, me rongeant de l'intérieur. Sans alternative, j'ai commencé à planifier quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai rassemblé quelques économies qui me restaient et j'ai décidé d'acheter une arme. Ce fut un choix désespéré, guidé par la haine qui me consumait. Je me souviens de la sensation étrange de tenir cet objet, lourd et froid. J'ai ressenti un mélange de peur et de puissance, comme si quelque chose en moi avait changé. Je savais que ce chemin pourrait ne pas avoir de retour, mais je m'en fichais déjà. Peu à peu, j'ai commencé à surveiller mon ancien patron, essayant de découvrir sa routine. Je l'ai suivi discrètement à plusieurs reprises, notant ses horaires et ses habitudes. Il continuait à vivre comme si rien ne s'était passé, riant et s'amusant. Voir cette indifférence ne faisait qu'alimenter davantage mon désir de vengeance. J'avais besoin du moment parfait pour le confronter sans témoin. Je ne ressentais aucune culpabilité en planifiant cette riposte, car je jugeais mon acte mérité. Toute la souffrance qu'il m'avait infligée justifiait, dans mon esprit, cette punition. Je pensais à toutes les fois où il m'avait traité comme un inférieur, m'appelant crétin. Mon identité indigène, si importante pour moi, avait été ignorée et méprisée. Maintenant, je voulais qu'il goûte à l'amertume de l'impuissance. Lors d'une de mes rondes, j'ai découvert qu'il fréquentait un bar presque toutes les nuits. Il buvait avec des amis, riant fort, et semblait sans souci. Cela m'irritait profondément, car je vivais dans la misère et lui dans le luxe. J'ai décidé que ce bar serait le théâtre de mon règlement de compte définitif. J'ai observé chaque détail du lieu, préparant mon moment. Malgré la peur, quelque chose en moi était devenu inflexible. Je voyais mon reflet dans le miroir et remarquais un homme aigri, consumé par la douleur. Toute ma frustration convergeait vers un seul objectif, confronter mon bourreau. Je savais qu'après cela, ma vie pourrait changer de manière irréversible. Pourtant, je sentais que je devais faire ce pas vers ma vengeance. Finalement, j'ai choisi une nuit où il est allé au bar sans beaucoup de compagnie. Je l'ai attendu caché, l'arme à la ceinture et la respiration haletante. L'adrénaline pulsait, tandis que je me souvenais du passé et du procès injuste. Mon cœur battait la chamade, mais je restais ferme dans ma décision. J'étais prêt à lui infliger la douleur qu'il m'avait causée. Il est entré dans le bar, a brièvement parlé au barman et a commandé quelque chose à boire. Je me suis assis dans un coin sombre, observant chacun de ses mouvements. La colère me rongeait la poitrine, mais je devais garder mon calme pour ne pas attirer l'attention. Je l'ai vu, un peu ivre, se diriger vers les toilettes. C'était l'occasion parfaite pour le confronter sans public ni interruption. J'ai marché vers les toilettes, sentant mes mains trembler légèrement. Le couloir était vide, et le bruit de la musique étouffait les sons environnants. J'ai poussé la porte doucement et j'ai trouvé mon ancien patron de dos. J'ai sorti l'arme et l'ai pointée vers lui, qui s'est retourné, effrayé, et a essayé de réagir. Mais mon regard déterminé lui a fait comprendre qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Sans dire un mot, je l'ai forcé à s'appuyer contre le mur, dominé par la terreur. Il a balbutié, essayant de se justifier, mais je ne voulais pas entendre d'explication. Toute l'humiliation que j'avais subie, tout le mépris, explosait en moi à cet instant. Je voulais qu'il ressente la même impuissance qui m'avait envahi. C'est pourquoi j'ai sorti de ma veste une grande bouteille d'ayahuasca, un thé hallucinogène que ma tribu indigène utilisait pour ses rituels. Je lui ai ordonné de boire tout le contenu, menaçant de presser la détente s'il refusait. Il a lutté contre la nausée et a essayé de discuter, mais j'ai simplement appuyé davantage l'arme contre lui. Ses yeux trahissaient la panique, et il a obéi, buvant goulûment. Le goût amer et fort semblait le tourmenter à chaque gorgée, mais je n'ai pas arrêté. C'était ma façon de lui rendre le poison qu'il m'avait un jour infligé. Une fois qu'il eut fini, j'ai laissé tomber la bouteille vide et rangé l'arme. J'ai vu la sueur couler sur son visage, la peur marquée dans chaque expression. Je l'ai laissé là, tremblant et désorienté, tandis que je sortais sans être remarqué. La musique du bar continuait, mais j'avais l'impression que le monde s'était tu. Au fond,
Quelque chose en moi s'était brisé, mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Après avoir quitté le bar, j'ai été envahi par un mélange de soulagement et de culpabilité. La vengeance avait été consommée, mais je ne savais pas ce qui m'attendait. J'ai marché dans les rues sombres, réfléchissant au chemin que ma vie avait pris. Je pensais à ce que l'avenir me réservait, maintenant que j'étais devenu un vengeur. Il n'y avait plus de retour possible à la personne calme que j'avais été autrefois. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la réaction violente de l'ayahuasca dans son corps. J'ai appris, par des rumeurs, que mon ancien patron avait commencé à se sentir très mal peu après. Il a vomi et a eu de graves hallucinations, perdant toute notion de la réalité. Au bar, les gens étaient sous le choc, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Pendant ce temps, je restais à l'écart, le cœur lourd mais résolu. Avec les jours qui passaient, j'ai entendu des histoires sur son état mental. On disait que son état s'était rapidement aggravé, le rendant instable et paranoïaque. Il aurait développé une schizophrénie qui l'avait complètement coupé de la réalité. Cette issue fut un choc, même pour moi, qui avais planifié sa souffrance. Je n'avais jamais imaginé que la boisson l'affecterait de manière si dévastatrice. Les gens le voyaient errer dans les rues, murmurant des phrases incohérentes. Il semblait ne plus reconnaître personne, pas même ses anciens amis. L'entreprise s'est également éloignée de lui, peut-être par honte ou crainte du scandale. Sa famille a essayé de le faire interner, mais la progression de la maladie mentale était irréversible. Cet homme arrogant s'était perdu dans son propre univers déformé. Moi, de mon côté, je suis resté à distance et n'ai pas eu le courage de m'approcher de lui. Je ne cherchais pas de nouvelles, j'entendais seulement des rumeurs par des tiers. Entre culpabilité et colère, je me suis demandé s'il y avait vraiment de la justice dans tout cela. Avant, je croyais que la vengeance serait douce, mais j'en ai ressenti l'amertume. Pourtant, une partie de moi se souvenait de la façon dont il m'avait traité de crétin et m'avait humilié. Ainsi, j'ai continué ma vie, essayant de faire face à l'absence d'une jambe et à un avenir incertain. L'ombre de cet acte me suivait, et je ressentais un vide que rien ne comblait. Je ne me suis jamais complètement repenti, mais je ne peux nier que plus rien n'était pareil. Après tout, causer la destruction mentale de quelqu'un est un fardeau qu'on n'oublie jamais. Je porte ma douleur et mon histoire, sachant que, d'une certaine manière, je me suis aussi perdu. Depuis lors, ma routine se résume à survivre jour après jour, sans grand projet. La communauté indigène essaie de me soutenir, mais je me suis éloigné de tous par honte. Je porte avec moi la cicatrice physique de ma jambe absente et la marque spirituelle de mon acte. Cet environnement d'usine, le tribunal et le bar sont devenus des souvenirs douloureux. Tout ce qui me reste est un mélange de rancœur, de regret et de solitude. Chaque fois que je me regarde dans le miroir, je me souviens du regard terrifié de mon ancien patron. Parfois, j'imagine s'il erre encore, déconnecté de toute réalité. Je sais que son état mental n'est jamais revenu à la normale, selon les commentaires des autres. La culpabilité m'envahit, mais le souvenir de son indifférence me brûle encore intérieurement. Ce paradoxe d'émotions me consume dans un silence que peu peuvent comprendre. Lors d'une de mes nuits d'insomnie, j'ai repensé au procès que j'avais perdu. J'ai pensé à l'injustice et à la douleur que j'avais subie, mais aussi à ce que j'avais causé en retour. Peut-être aurais-je pu chercher un autre chemin, mais je me suis laissé emporter par la haine. Ce qui avait commencé comme une quête de réparation s'était terminé en tragédie. Pourtant, j'affronte cette réalité comme une partie inévitable de mon histoire. Ma famille, peu à peu, essaie de me rapprocher, mais je me sens distant. Je n'ai raconté qu'une partie des faits, craignant le jugement qui pourrait peser sur moi. Pourtant, je perçois l'amour qu'ils ont pour moi et l'inquiétude qu'ils manifestent. Ils m'offrent du réconfort et essaient de me donner la force d'avancer. Mais le poids de ma conscience reste un mur qui rend difficile mon rapprochement. Parfois, j'ai envie de demander pardon, mais les circonstances me retiennent dans le passé. Vivant avec le manque de preuves au tribunal, je n'ai jamais obtenu de justice formelle. Peut-être ai-je moi-même anéanti toute chance de rédemption en suivant ce chemin. Cependant, je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, car c'est gravé dans ma mémoire. Le jour où j'ai forcé cet homme à boire de l'ayahuasca ne sera jamais oublié. Aujourd'hui, je vis avec la certitude que, bien que je me sois vengé, je n'ai pas trouvé la paix. Mon ancien patron a perdu la raison, et j'ai perdu la possibilité d'une vie normale. Nous sommes tous deux victimes d'un système cruel, mais aussi de nos propres choix. J'espère, un jour,
Trouvez un peu de sérénité parmi tant de souvenirs amers. En attendant, je porte cette histoire comme un rappel que la colère peut tout détruire. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.